Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Witvoet, éco-aventurier, cofondateur de Climate Workout, qu'on pourrait définir comme une fusion entre Koh-Lanta et la fresque du climat. Explication dans une minute. Le débat de ce Smart Impact, il nous permettra de découvrir Verso, chaîne YouTube lancée par Veolia, animée par des influenceurs français, vulgarisateurs scientifiques qui partent aussi sur le terrain en camion 100% électrique évidemment pour sensibiliser aux enjeux de préservation du climat et de la biodiversité. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique Startup, la bonne idée du jour, elle est signée Composite qui récolte et analyse les datas du secteur du bâtiment pour l'accompagner dans sa décarbonation. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Witvoet, éco-aventurier, cofondateur de Climate Workout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en 2022 avec Audrey Borowski. Alors je disais dans les titres, mix entre Koh-Lanta et la fresque du climat, c'est ça, ça ressemble à quoi ces ateliers? C'est une fusion un peu amusante avec l'idée derrière de sensibiliser mais en s'amusant. Et c'est vraiment l'idée de déculpabiliser, rendre sexy un peu l'écologie et ce pari un peu fou d'allier exercice physique, émulsion collective, avec sensibilisation aux enjeux climatiques. Donc on aime dire qu'il y a un peu cette fusion qui sont un peu nos deux inspirations dans le fond. Mais l'enjeu, c'est en 1h30, avec un atelier assez simple, animé par un coach, de pouvoir en ressortir avec les grands ordres de grandeur sur la mobilité, l'alimentation, le bilan carbone et le passage à l'action. Oui, évidemment, c'est aussi transformer celles et ceux qui participent à ces ateliers en ambassadeurs et en acteurs, en actrices. Il y a quoi comme épreuve? Épreuve entre guillemets, comme exemple, activité physique. Je ne sais pas. Il y a 6 épreuves, il y a 6 temps forts. Un des temps forts, c'est ce qu'on appelle le carbone squat. Okay. Donc là, il faut imaginer, il y a 4 ou 5 équipes. Voilà, l'équipe des bleus, l'équipe des roses, l'équipe des jaunes. Et là, on dit quel est le bilan moyen carbone le bilan moyen carbone d'un Français en 2022. Et vous me donnez la réponse en squat. Donc là, ils réfléchissent entre eux, ils sont par équipe de 3-4. Alors moi, je pense que c'est 7, moi, je pense que c'est 8. Et là, on fait les squats tous ensemble et vous vous arrêtez au chiffre qui est le bon pour vous. Ce qui est un bon moyen de mémoriser. Exactement. Parce qu'on l'associe à une émotion, à un effort, c'est ça? Exactement. En fait, vous avez tout compris. Le but, c'est créer de l'émotion et ancrer les connaissances à travers l'effort. Donc, il y en a qui se sont trompés. On réalise que c'est 9 ou 10 tonnes et finalement, on refait le chiffre tous ensemble pour ancrer les connaissances et on va comme ça poser plusieurs questions de plus en plus difficiles pour essayer d'affiner les connaissances et de faire en sorte qu'on mémorise derrière. Qui sont vos clients? Qui participent à ces ateliers de Climate Workout? Alors, on a lancé le Climate Workout il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours même officiellement, mais on a pu tester une trentaine de fois avant de le faire et on a pu tester autant au ministère des Finances, au ministère des Sports. Donc, imaginez faire des burpees au ministère des Sports, je n'aurais jamais cru. Mais pourtant, ça a marché. Dans les fédérations sportives, la Fédération du sport pour tous, et bien sûr dans des entreprises. Et par ailleurs, on a aussi une branche un peu plus académique où on va en fait dans des collèges, dans des lycées, essayer de sensibiliser. Alors, je vous pose cette question parce que qui dit épreuve physique dit adaptation. Forcément, vous ne mettez pas le curseur au même niveau en fonction du public qui participe. Exactement. En fait, chaque coach a la possibilité dans son échauffement de jauger un peu l'appétence physique de l'audience. Donc, est-ce qu'on va partir plutôt sur des burpees? Est-ce qu'on va partir plutôt sur des squats? Ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt être des exercices de mobilité parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite ou des personnes plus âgées? Vos coachs, ils sont salariés de Climate Workout, ils peuvent participer. Comment ça fonctionne en fait? Nos coachs, ils sont indépendants. D'accord. Et en fait, pour nous, on les sélectionne, c'est des bons pédagogues. Ils ont une maturité sur l'environnement qui est suffisamment forte et ils ont un passé sportif très intéressant. Et donc, on va retrouver autant Armelle Courtois, qui est vice-championne du monde de skate speed, qu'on va retrouver Eddy, qui a créé un média qui s'appelle Écolosport. On va retrouver des gens très différents, mais finalement avec cet ADN commune de mêler sport et écologie. Et le modèle économique, c'est quoi? C'est une licence? Ils achètent une licence, ils reversent une partie des montants payés par l'entreprise, par exemple? Exactement. Il faut une prestation pour une entreprise, disons. Et derrière, ils reversent une partie de la rémunération à la structure Climate Workout. Et par ailleurs, ils sont obligés, tous les 5 ateliers, de faire un atelier bénévole pour rassurer qu'en fait, notre objectif premier, c'est de sensibiliser. C'est pas de faire de l'argent. Alors oui, c'est d'être un complément
de finances, mais c'est d'abord et avant tout de sensibiliser. Le fait d'être dans une année olympique en France, c'est évidemment, c'est rentré dans votre réflexion au moment de créer cette entreprise. On est au bon moment pour faire du sport et faire du sport intelligemment ? Exactement, mais en fait, l'idée, elle revient même il y a un peu plus d'1 an, en fait, à un moment où je devais sensibiliser des athlètes de haut niveau sur les enjeux climatiques. Et on m'a demandé juste avant, c'était avec les étoiles du sport, on m'a demandé avant, est-ce que tu peux animer, Mathieu, un échauffement musculaire, un réveil musculaire pour les athlètes. Donc voilà que c'était en Normandie, sur la plage, et j'organise un espèce de Koh-Lanta, donc l'équipe qui perd va se baigner, elle était à 10 degrés, l'équipe qui perd va se baigner, et puis là je sens une sorte d'énergie qui est absolument extraordinaire entre tous ces athlètes, dès qu'on met un peu de compétition, un peu de jeu et un enjeu derrière. Et juste après, j'ai 3 heures de formation sur l'écologie avec ces athlètes. Et autant ils étaient très intéressés, autant c'est impossible d'avoir ce niveau d'énergie comparé avec le réveil musculaire. Donc l'idée est venue de faire cette fusion à ce moment-là. Et depuis, il y a eu tout un cheminement, effectivement, pour arriver à maturité cette année, en 2024. Oui. Parce qu'en plus, vous êtes soutenu par le fonds de dotation Impact 2024, qui est créé par le comité d'organisation des Jeux de Paris. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? Je crois que vous avez pu financer des livrables pédagogiques. C'est quoi ça ? De quoi on Alors parle ? exactement, ça c'était sur un autre projet, avec mon autre association qui s'appelle Swim for Change. Et là, on fait des défis pour parler d'écologie. Et dans ce cadre-là, Impact 2024 nous a beaucoup soutenus pour créer des livrables pédagogiques. Donc par exemple, un documentaire qu'on a créé sur notre descente de la Seine à la nage pour parler de la pollution des mégots. Ça fait partie des défis que vous avez relevés comme éco-aventurier. Exactement. Et donc là, on a créé un documentaire. Et ce documentaire qui dure 30 minutes, on est allé ensuite dans des écoles, dans des festivals, partager notre histoire, et encore une fois de façon inspirante. Éco-aventurier, ça veut dire quoi ? Éco-aventurier. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, quoi ? Je l'imagine bien, mais j'ai bien envie de l'entendre avec vos mots à vous. Pour moi, c'est un média éphémère qui prend une thématique écologique et qui a envie de la médiatiser. Donc les mégots de cigarettes, prenons cet exemple. Si moi j'arrive dans la rue et que je collecte des mégots, pas grand monde va en parler. Si demain je décide de descendre la Seine à la nage, 380 km, et de réaliser le record du monde de collecte de mégots, et bien à ce moment-là, ça va un petit peu plus interpeller. Et donc, je vais être dans mon rôle de dire, mon problème, c'est que les gens, ils jettent leurs mégots par terre. C'est à peu près 40 000 mégots par minute en France qui finissent par terre. Ma mission, c'est que la prochaine fois qu'ils le jettent par terre, ils pensent à cette petite histoire, à cette petite aventure, et que ça les interpelle et qu'ils changent leur comportement. Et justement, profitons-en pour faire passer le message. Pourquoi c'est important de ne pas jeter les mégots n'importe où ? Ça représente quoi un mégot ? Parce qu'on se dit c'est tout petit, c'est rien du tout, ça pollue pas tant que ça. Qu'est-ce que ça représente en fait ? Alors, je suis très content qu'on aborde ce sujet. Merci Thomas. Le mégot, c'est une bombe toxique. Il y a à peu près 2000 polluants chimiques dans chaque mégot. Et moi, ce qui me parle en tant que nageur, c'est que quand on met un mégot dans une bouteille avec un poisson, au bout de 2 jours, le poisson il meurt. Donc imaginez ça à la vitesse de 40 000 mégots par minute qui finissent par terre. C'est peut-être le plus grand désherbant qui existe en France. C'est une véritable bombe toxique. Et c'est pour ça que le petit geste de juste le jeter à la poubelle fait déjà une grande partie du chemin qu'on doit faire. Je voudrais qu'on parle. Il y a un autre défi, moi, qui m'avait frappé. C'est parce qu'en plus, il nous fait voyager. On va sur le lac Titicaca entre le Pérou et la Bolivie, traverser avec Théo Curin et Malia Metella. Vous étiez bien accompagnés en autonomie. Alors, ça consistait en quoi ce défi ? Et puis d'abord, il est vaste. À quel point est-il vaste ce lac ? Alors ça, Thomas, ce défi, c'est, je sais pas, dans ma vie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Faut imaginer nager 110 km sur 10 jours en tirant un bateau de 400 kg. L'idée, elle vient pas de moi, je vous rassure, elle vient de Théo Curin. Théo, un jour, m'appelle avec son agent Anne Bayard et ils me disent, Mathieu, est-ce que tu voudrais faire un défi un peu fou, traverser le lac Titicaca ? J'étais le seul à y être vraiment allé. Donc, je connaissais un petit peu les difficultés. Une eau à 12 degrés, une altitude à 3800 mètres, donc ça veut dire 40% moins d'oxygène. Et puis derrière, il m'avait pas raconté cette histoire de bateau, parce que tirer 400 kilos à la nage, c'est quand même pas facile. Et heureusement, vous l'avez dit, j'étais bien entouré. Théo Curin, vice-champion, champion paralympique. Et puis Malia Metella, vice-championne olympique. Donc c'était quoi ? C'était un relais de nage. Et dans le bateau que vous tiriez derrière vous, il y avait de quoi se restaurer. C'était en autonomie. J'ai bien compris le principe. Et donc, vous alliez vous reposer pendant qu'un autre tirait le bateau ? Comment ça se passait ? C'est ça ? C'était ça. On avait comme une tente de toit
qu'on dépliait Ouais. et dans lequel on allait dormir, on allait préparer à manger, on allait se reposer, préparer ce qu'il fallait préparer et se relayer en fait pendant ces 10 jours pour arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et maintenant que vous nous avez fait arriver avec ce défi, pourquoi ? Là, on est vraiment dans cette éco-aventure qui a une mission d'information. C'était pour sensibiliser sur quoi ? Alors là, on a fait un travail assez remarquable avec des communautés locales. Ouais. Et l'idée, pendant 6 mois, ça a été de demander à des femmes, leaders dans des communautés, de quoi est-ce que vous avez besoin. Donc on s'est appuyé sur des associations. Et le besoin numéro 1 qui est ressorti, c'est on a besoin de montrer la pollution du lac et de réduire les déchets plastiques. Principalement de 2 sources, qui sont les 2 grosses îles, l'île du Soleil et l'île de la Lune, facile, sur lesquelles les déchets sont brûlés directement sur place. Donc nous, on voudrait un bateau poubelle qui puisse, au lieu de brûler les déchets, les récupérer, les ramener sur la berge et qui soit traité comme les autres déchets. Donc nous, on a financé en fait ce bateau poubelle et en même temps, il fait bateau urgence pour permettre à des gens qui tombent malades sur ces îles de pouvoir revenir. Et en tout cas, moi, je suis hyper fier. Le bateau est encore sur place et notre bateau avec lequel on a traversé, il est encore sur place pour faire des analyses de la qualité de l'eau. Et ben voilà, merci beaucoup Mathieu Witfoot et à bientôt sur Bismart. Bon prochain défi, Merci. c'est sûr qu'il y en aura d'autres. On passe à notre débat, il sera question encore de sensibilisation à ces enjeux climatiques. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Claire Guérino, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable social média chez Veolia et Virginie Ilson-Lévy, bonjour et bienvenue. Journaliste spécialisée météo, climat et présentatrice sur la chaîne Verso dont on va parler ensemble, chaîne YouTube que vous avez créée au mois de septembre dernier. Pourquoi vous l'avez lancée ? C'est quoi l'idée ? Alors, l'idée, c'est qu'en tant que leader mondial de la transformation écologique, Veolia a évidemment un rôle majeur de sensibilisation, d'éducation et de pédagogie à faire sur l'ensemble des métiers de l'environnement, mais surtout des solutions concrètes qui existent pour un avenir durable à faire auprès du grand public, mais surtout auprès des jeunes générations qui se sentent finalement de plus en plus concernées par le sujet. Et on a aussi, par ailleurs, envie que Veolia soit plus connue auprès de ce grand public. Je vous donne par exemple un exemple qui me vient en tête, mais aujourd'hui, lorsque les gens ouvrent leur robinet, cette eau qui coule, qui est potable, qui est propre et saine et qui coule 24 heures sur 24, eh bien, c'est le fruit d'entreprises comme Veolia. Et finalement, c'est un business sous terre. C'est un business de l'invisible. Et nous, ce qu'on tend à faire avec cette nouvelle chaîne YouTube, c'est de rendre cet invisible visible. Et donc, c'est pour nous une nouvelle manière de parler de la transformation écologique et de ses coulisses. Qui y participe, à part Virginie, qui va nous parler de son rôle dans un instant ? Alors, on a 2 autres influenceurs qui sont spécialisés dans différents sujets sur l'environnement. Donc, ce qu'on aime, c'est leur complémentarité. Donc, on a Antoine, qui est, lui, vulgarisateur scientifique, qui a lui-même aussi sa chaîne YouTube par ailleurs. Et on a également Chloé, qui, elle, est plutôt sur un angle de l'espace et du climat. Voilà. Et Virginie, qui, elle, est plutôt spécialisée climat. Vous présentez, Virginie, des bulletins météo, climat sur plusieurs chaînes de télévision. Vous animez la matinale du Move, la chaîne jeunesse de Radio France. En quoi c'est complémentaire de ce que vous faites par ailleurs ? Et puis surtout, quel est votre rôle là sur la chaîne Verso ? Alors c'est totalement complémentaire parce que en fait moi, donc en travaillant dans les médias, je dirais un peu plus traditionnels, des médias qui informent aujourd'hui sur le réchauffement climatique, je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un réchauffement climatique, il y a une crise qui est en cours. Maintenant la raison pourquoi ça reste un petit peu plus obscur. Et puis il y a aussi l'idée de dire qu'on informe, mais qu'on ne pousse pas forcément à l'action. Il n'y a pas de mobilisation derrière. Et c'est en ça que c'est totalement complémentaire le rôle qu'on a sur les réseaux sociaux. On peut prendre un petit peu plus de temps pour éduquer à travers différents formats comme on peut le faire sur la chaîne Verso. Donc il y a vraiment ce rôle de pédagogie, donc d'expliquer quel est le problème finalement, de donner des conseils et puis surtout de présenter des solutions, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui sur les grandes chaînes. La science, parce que vous êtes là pour vulgariser, démocratiser finalement des connaissances scientifiques. Pourquoi c'est un enjeu important pour vous ? Parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement de soupçons sur l'information mainstream, de complotisme parfois. Comment vous contrez ça ?
avec vos arguments, avec votre Moi, vos j'essaye connaissances, votre expertise. j'essaye simplement de faire de la pédagogie, en fait, parce que la science, le climat, c'est une science et ça reste finalement très compliqué à comprendre. Mais c'est juste que ça fait partie de notre quotidien, que ce soit juste la météo, c'est le temps qu'il fait là, sur le pas de la porte, mais le climat aussi d'une manière plus générale, ça impacte tout plein de secteurs, que ce soit l'économie, même la santé, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est l'idée aussi d'essayer de dire à tout le monde, on est finalement influencé par la météo, par le climat, dans notre vie au quotidien, et d'essayer de ramener ça et d'impliquer les gens de par, tout simplement, ça peut être la facture d'électricité, ça peut être un produit qu'on consomme, quel est le lien avec le climat, d'essayer d'impliquer les gens en disant, voilà, ça fait partie de notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un petit peu ça ma mission sur les réseaux aujourd'hui. Ouais. Claire Guérino, on retrouve quel format sur cette Alors, chaîne il y a Verso? différents types de formats. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on a une chaîne qui est en co-construction avec notre communauté, ce qui fait elle performe très bien aujourd'hui, puisqu'elle a 2,3 millions de vues. On a une communauté qui est grandissante. Et en Plutôt fait, jeune, oui, c'est la cible que vous, que vous cherchiez. Une cible plutôt de 18-35 ans. Et donc, on répond à leurs questionnements. Donc, ça peut aller de questionnements des plus simples et quotidiens, comme par exemple, quelles sont les meilleures mesures pour trier mes déchets chez moi, par exemple. Ça peut être des questionnements un petit peu plus loufoques qu'on s'est un jour posés, comme par exemple, pourquoi il n'est pas recommandé de boire de l'eau de pluie ? Pourquoi l'eau de la mer, elle est salée et pas l'eau des fleuves, par exemple. Et des questionnements également... Ça me rappelle une très bonne émission que j'animais sur RTL il y a quelques années, qui s'appelait « La curiosité est un vilain défaut ». Voilà. C'est typiquement les questions qu'on se posait, c'est génial, j'adore ça. Et puis des questions aussi plus scientifiques qu'on illustre sur le terrain, sur nos sites Veolia et avec nos experts, qui sont souvent liés à des sujets d'actualité. Par exemple, sur les sécheresses successives qu'on a eues, on a fait un reportage où on est allé en Catalogne, à Barcelone, constater cette sécheresse, également en France, et on est allé dans l'une de nos usines qui parle justement du traitement, de la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple, qui peut être une solution pour pallier à ce manque d'eau. Et un autre exemple très concret aussi, le Covid a fait émerger la prise de conscience autour de la qualité de l'air. Donc, typiquement, on a fait un documentaire sur comment améliorer la qualité de l'air chez soi. Je parlais tout à l'heure du sujet du tri. Un dernier exemple, la lisibilité des consignes de tri, elle n'est pas très claire pour tous les citoyens. Surtout, ça change d'une ville à l'autre. Exactement. C'est pas évident. C'est assez difficile. Et donc là, ce qu'on a tenu à faire, c'est de montrer, à partir du moment où on met sa bouteille d'eau en plastique dans sa poubelle de tri, tout le parcours qu'elle mène jusqu'à la remise sur le marché en plastique recyclé. Et c'est hallucinant de voir ce qui se passe. Vous partez sur le terrain avec vos compères. Il y a un format, j'ai vu ça, qui s'appelle En route, c'est ça? Exactement. Donc là, vous êtes dans un... Alors ça m'a fait penser au camion de C'est pas sorcier. Peut-être que vous aviez ça en tête. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Donc vous êtes dans un camion électrique, c'est ça? C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au-devant on part à la rencontre de tous les gens qui travaillent donc pour Veolia et qui sont très impliqués dans cette transition écologique. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Valpol de Clé-Souilly. C'est un énorme site où, en fait, ils récupèrent tout simplement les déchets, ce qu'on jette dans la poubelle, qui, en fait, les recycle et surtout les revalorise. Et, par exemple, ils peuvent créer donc du biogaz. Et on se dit, voilà, en fait, et c'est génial parce qu'en fait, ça donne de l'espoir, tout simplement. C'est les solutions qui sont mises en place. Et j'ai été étonnée de me dire, on m'a dit que le biogaz qui était créé donc, sur ce site alimentait jusqu'à 48 000 foyers. Et on se dit, ah oui, c'est quand même conséquent. Donc, on va vraiment à la rencontre de toutes ces personnes qui travaillent pour mettre en place toutes ces solutions que nous, on utilise au quotidien. Sans y réfléchir, Mais sans y réfléchir, c'est exactement ça. Et ça calme un petit peu l'éco-anxiété, c'est pas mal au passage. Oui, alors justement, c'est du journalisme de solution, ce que vous faites, ce qu'on fait nous aussi souvent dans cette émission, d'ailleurs, de partager des bonnes pratiques. Est-ce que vous avez vraiment cette volonté de sortir d'un discours qui a longtemps été le discours, quand on parlait d'environnement, assez culpabilisateur et anxiogène? Vous êtes sur cette ligne éditoriale? Totalement. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai rejoint le projet de Veolia, parce que quand on me l'a proposé, on m'a dit, voilà, on va pouvoir faire de l'éducation et on va pouvoir présenter des solutions et donner donc de l'espoir. Et moi, à titre personnel,
personnel. C'était vraiment ma motivation quand je me suis lancée aussi dans la création de contenu sur les réseaux. Donc c'est vraiment ça, et je pense que les gens ont besoin de ça aussi sur les réseaux, d'arrêter d'être... C'est très anxiogène tout ce qu'on voit à la télé, puis c'est surtout qu'on se dit, on voit toutes ces images, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? On est dans notre canapé devant et présenter des solutions et dire qu'il y a surtout des acteurs aujourd'hui qui travaillent pour accélérer cette transition écologique. Je pense que c'est important et c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que vous faites avec une chaîne qui s'appelle Virginie t'explique, c'est ça? Oui, c'est ça, ma chaîne YouTube. Oui, c'est une chaîne YouTube. Quelles idées reçues vous devez combattre, ou vous avez réussi à combattre justement? Puisque là, ça vous permet vous avez encore un peu plus de recul que les 7 ou 8 mois depuis la création. C'est pas vraiment c'est pas des idées reçues, c'est vraiment énormément de pédagogie, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent même pas encore quelle est la différence entre la météo et le climat, tout simplement. Donc ça permet de prendre le temps et d'expliquer tout plein de choses. Alors ça peut être lié par exemple à l'actualité, ce qui se passe dans le monde ou même chez nous. Donc c'est faire beaucoup de pédagogie et présenter aussi des solutions. Donc il n'y a pas énormément d'idées reçues, je dirais, c'est plus vraiment informer et prendre le temps de le faire. Est-ce que vous avez en tête, Claire Guéhenno, les sujets qui marchent le mieux? Parce que quand on crée une chaîne comme ça, forcément on a aussi des objectifs d'audience, il y a une cible que vous cherchez à toucher plus particulièrement. Il y a des thématiques qui... réveillent encore plus la curiosité du public, d'après vous? Oui, je pense qu'il y a le sujet du plastique. C'est un sujet très prégnant chez la population. Enfin, je pense qu'ils arrivent facilement à le visualiser, le plastique sur les plages, le plastique, cet amoncellement de plastique qu'on peut avoir aussi chez nous, qu'on met dans notre poubelle. Donc typiquement, notre reportage sur le recyclage du plastique, ça c'est un des contenus qui a très bien performé. Et on a également des formats plus courts, autour de 1 minute, qui répondent à des petits questionnements qui peuvent être justement, qu'est-ce que le biogaz? Qu'est-ce que c'est le biomimétisme? Des petites choses comme ça, mais que les gens nous soufflent aussi pour qu'on leur fasse des contenus là-dessus. Et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à figurer aux gens le monde désirable dans lequel ils peuvent se projeter. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. C'est d'ailleurs un enjeu pour les communicants, les publicitaires, de rendre ce défi et cet avenir sexy, il faut dire les mots. Exactement. Si on a envie d'embarquer tout le monde, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à montrer ça et montrer ces solutions concrètes et d'un prisme très positif, surtout. Il y a un reportage. Est-ce que vous apprenez des choses aussi? Oui, tout à fait. Par exemple, l'exemple que je donnais, je ne savais pas que certains sites comme ça produisaient autant de biogaz qui alimentaient autant de foyers. J'apprends encore énormément de choses et c'est ça qui est aussi intéressant. Après, moi, je leur partage aussi mon expertise. Il m'arrive de contribuer à l'écriture de scripts, de vidéos. Donc oui, on en apprend tous les jours. Le climat, c'est vraiment complexe. Est-ce que l'une des difficultés, parce que quand on parle de météo, effectivement, il y a ce côté quotidien, on veut savoir le temps qu'il va faire demain pour s'y préparer, et puis il y a des catastrophes qui peuvent être météorologiques ou climatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un travail scientifique qui est compliqué pour dire oui, cette catastrophe, elle est liée au réchauffement climatique ou finalement non. Alors après, bien sûr, et puis on s'appuie sur des études scientifiques. C'est très compliqué, évidemment, quand il y a une canicule, de dire qu'elle est liée au réchauffement climatique. Par contre, ce qu'on va expliquer, c'est qu'effinalement, on constate qu'il y en a de plus en plus, que ces périodes de chaleur sont de plus en plus longues et qu'elles sont de plus en plus intenses. Mais ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec les scientifiques. Nous, notre travail de journaliste, c'est de vulgariser, de transmettre leur travail, leurs paroles. Claire Guéhenno, vous avez évoqué les métiers de l'environnement. C'est aussi pour ça que Veolia crée Verso, on l'a bien compris, mais ils sont mal connus, et notamment ce public, il y a aussi des enjeux de recrutement pour un grand groupe comme Veolia. Oui, je pense que nos métiers sont méconnus. C'est essentiel que... je pense que les gens, dans leur imaginaire, ils ont un peu en tête le camion poubelle Veolia qui passe en bas de chez eux ou la facture d'eau Veolia. Mais sinon, ils ne savent pas qu'on est forcément un acteur de l'énergie aussi, par exemple. Donc pour nous, c'est essentiel qu'on fasse des contenus sur ces sujets-là. Alors, on a des sujets sur lesquels on va sur nos sites, on donne la parole à nos experts, et puis on a des formats où on parle des sujets environnementaux en général, sans forcément parler de Veolia. Mais oui, en effet, je pense que c'est essentiel qu'on éclaire sur nos sujets environnementaux, ça c'est essentiel, je pense. Merci beaucoup à toutes les deux et bon vent à Verso. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, décarbonation du secteur du bâtiment au programme. Smart Ideas, notre rubrique Start-up. Je vous présente tout de suite mon invité Damien Cuny. Bonjour.
Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Composite, créé en 2021 avec Boris Gussarov. Et avec quelle idée de départ? Dites-moi tout. En 2021, on se plaçait juste avant l'entrée en vigueur d'une réglementation environnementale sur le secteur bâtiment. À partir du 1er janvier 2022, on a commencé à mesurer l'impact environnemental de la construction neuve. Ok. À partir de ce moment-là, tous les architectes, tous les bureaux d'études de France ont dû pouvoir maîtriser l'empreinte carbone des matériaux qu'ils allaient mettre en œuvre sur leur projet. Et c'est ce que Composite a voulu proposer en première approche. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de récupérer les données, les datas, de les analyser, et donc de donner une sorte de bilan carbone aux professionnels? C'est ce que vous faites? C'est ça. Donc, à l'origine, on a capté ces données-là, on les a emmagasinées, on les a desservies dans une plateforme qui était plutôt adressée aux architectes. Aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle pivot, c'est-à-dire qu'on va aller alimenter plutôt les entreprises de la supply chain, qui sont pour la plupart de grands groupes, qui manipulent des milliards d'euros de chiffre d'affaires en produits de la construction. Et donc, on va aller se brancher avec cette donnée carbone sur ces flux marchands pour aller les quantifier à l'échelle de l'article. Donc, c'est vraiment la logistique, c'est le transport des matériaux nécessaires au bâtiment. C'est de ça dont on parle, quoi. C'est les relations entre les fabricants, les distributeurs et les constructeurs. Donc, on a des flux ici de matériaux qui sont achetés et vendus par les différentes entités. Et nous, on va leur apporter une mesure extrêmement précise des impacts carbone de ces matériaux, ce qui va leur permettre, 1, de mesurer leurs impacts, 2, de piloter ces impacts avec cette mesure extrêmement précise, et 3, d'informer notamment le client final. D'où elles viennent, ces données? Ce sont des données publiques, ce sont des données fournies par les entreprises elles-mêmes? Alors, aujourd'hui, comme je vous disais en présentation de l'entreprise, il y a une réglementation qui est arrivée. Et du coup, les fabricants, pour répondre à cette réglementation, émettent énormément de données sur l'empreinte environnementale de leurs produits. À côté de ça, pour répondre également à la réglementation, l'État a créé ce qu'on appelle des valeurs par défaut, qui viennent en fait combler les trous, là où les industriels n'auraient pas eux-mêmes réalisé les bilans carbone de leurs propres produits. L'État va nous placer une donnée par défaut. D'accord. Et donc ça permet quoi? Ça permet une forme de comptabilité carbone? Est-ce qu'on peut employer ce terme-là? Exactement. Alors pour les acteurs de la supply chain, on est vraiment à l'échelle de la comptabilité, c'est-à-dire que si vous ouvrez vraiment le document, ça va ressembler à un énorme tableau Excel avec beaucoup de chiffres. Donc les impacts environnementaux des produits multipliés par les volumes de vente. Et donc ça permet vraiment d'avoir une comptabilité fin d'année du flux et des impacts environnementaux qui ont été réalisés autour de la production et de la distribution de tous ces matériaux. Et donc, ça permet, comme un bilan financier, en réalité, de prendre des arbitrages. Oui, alors ça c'est intéressant, on va venir sur la capacité de faire progresser les entreprises, mais vous réussissez à tout, j'allais dire cartographier, c'est un peu ça, vous réussissez, tous les matériaux, quels qu'ils soient, on peut réussir à comptabiliser leur bilan carbone? C'est là qu'est la force de Composite, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre des catalogues de matériaux et de produits qui peuvent peser des centaines de milliers de références, et on va aller amener une donnée environnementale sur quasiment toutes ces lignes. Oui, parce que quand on prend un chantier du bâtiment, c'est je ne sais pas combien du boulon au béton, enfin ouais, c'est gigantesque. Hein. Oui, dans nos bases à nous, on est en train de parler de centaines de milliers d'articles. Ok, voilà, ça permet de se rendre compte. Et donc c'est un outil de progression, c'est comme ça que vos clients l'utilisent aussi? C'est là qu'on fait la différence en réalité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez déjà des bilans de carbone qui étaient opérés par des cabinets plutôt et qui allaient étudier justement sur ces grandes entreprises de supply, voilà, le flux de béton, et on estime par exemple à peu près le bilan carbone de tous ces flux-là en grosse maille, alors que nous, on va venir injecter de la donnée à une échelle extrêmement fine qui permet non seulement d'avoir une mesure extrêmement précise, mais aussi de pouvoir l'activer. C'est-à-dire que là, on va pouvoir éclater son bilan carbone à une maille très fine et dire, voilà, ici par exemple, on a un problème sur cette ligne-là, exactement le corollaire de ce qu'on pourrait faire en économie. Est-ce que c'est un outil de communication aussi pour vos clients? C'est complètement un outil de communication. Donc, par exemple, dans nos clients, vous allez retrouver l'enseigne Point P. Et sur pointp.fr, donc il y a un indicateur environnemental qui est apparu sur les produits qui est issu de notre donnée. Et qui permet aussi aux clients de Point P de savoir, d'évaluer en quelque sorte leur bilan carbone. Merci beaucoup Damien Cugnier. Bon vent à Composite. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à très vite.